Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Métropole à l'heure de Métro News. Un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce soir, considérée comme la source des problèmes politiques récents du pays, la version amendée de la Constitution de 1987 n'est pas la meilleure option pour organiser les prochaines élections, selon l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il préconise la tenue d'assises populaires en vue de trouver une issue à la crise actuelle. Les anciens sénateurs Joseph Lambert et Yuri Latortue se sont présentés ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre d'un dossier de corruption au Sénat de la République en 2017. Selon une ordonnance du juge Martel Jean-Claude, Yuri Latortue est renvoyé devant le tribunal criminel pour détournement de biens publics, tandis que Joseph Lambert devra comparaître devant le tribunal correctionnel pour refus de coopérer avec la justice. Également à la une de ce mercredi, la tempête tropicale Mélissa s'approche des côtes haïtiennes. Cependant, les déplacés internes lancent un cri d'alarme face à leurs conditions de vie précaires dans les camps. Selon le Centre national des ouragans basé à Floride, la tempête pourrait se transformer en ouragan ce jeudi. Bienvenue au développement des titres. Alors que le gouvernement maintient le cap sur la tenue des prochaines élections, de nombreuses voix s'élèvent pour contester le fait qu'elles se déroulent sous l'égide de la Constitution de 1987 amendée. Des acteurs influents de la classe politique redoutent une répétition des mêmes blocages institutionnels si les scrutins se tiennent dans les mêmes conditions. Par ailleurs, les inquiétudes grandissent à l'approche du 7 février 2026. En l'absence de solutions concertées, le pays pourrait être confronté à une nouvelle crise institutionnelle. L'ancien Premier ministre Evans Paul est notre invité. Avec lui, nous ferons le point sur l'ensemble de ces questions. Monsieur Paul, bonsoir. Un honneur de vous recevoir. Toujours un plaisir, un honneur de partager le podium avec toi. Le référendum constitutionnel ne se tiendra plus. Les élections doivent se tenir, selon les autorités, sous l'égide de la Constitution de 1987. Est-ce une décision qui vous a surpris? C'est une décision compliquée, parce que quand on parle de transition, c'est une étape d'une situation à une autre. Normalement, on devrait avoir une seule transition, la transition de la dictature vers la démocratie. Et ce que nous appelons des gouvernements de transition sont, à mon avis, des gouvernements éphémères, mais pas de véritables gouvernements de transition. Étant donné que nous sommes dans une crise qui persiste, une crise qui existe depuis très longtemps, il fallait régler un certain nombre de problèmes, comme la réforme constitutionnelle, parce qu'il y a un problème de constitution. Il y avait un problème de gouvernance politique engendré par certaines défaillances de la Constitution en vigueur. Alors, il fallait profiter de cette ambiance de gouvernement éphémère, de gouvernement de mission ou bien de gouvernement de direction pour adresser ce problème. Malheureusement, le problème n'a pas été adressé et ça crée un grand vide. Et ce n'est pas le seul problème qui n'a pas été adressé. On n'a pas pu organiser la conférence nationale qui a été inscrite dans l'agenda de l'actuel gouvernement. Alors, c'est encore la persistance de la grave crise sociétale. Alors, vous aviez parlé plutôt de gouvernement éphémère. Vous ne voulez pas l'appeler gouvernement de transition. Qu'est-ce que devrait avoir justement un gouvernement pour l'appeler transition ou cette catégorisation d'éphémère? Pourquoi? Alors... Bon, transition, c'est d'une situation à une autre, de la dictature
à la démocratie, on devait avoir un seul gouvernement de transition en 1986-88. C'est-à-dire après le départ de la dictature des Duvalier. Maintenant, on a multiplié de situations de politique avec des gouvernements dénommés gouvernements de transition, mais en la vérité, ce sont des gouvernements éphémères. Ces transitions vers quoi? On n'a pas de stabilité politique, on n'a pas de véritable alternance politique. Alors, on pouvait même les appeler des gouvernements de crise. Et là, nous sommes face à ce constat de crise. Et même le gouvernement de crise n'arrive pas à faire face convenablement à la crise. Parce qu'il fallait pouvoir adresser des problèmes fondamentaux, comme le problème de la Constitution. Étant donné que le gouvernement n'avait pas, ou bien n'a pas de légitimité, c'était nécessaire d'organiser la conférence nationale. Voilà pourquoi au niveau du Forum des anciens premiers ministres, nous proposons la tenue des assises démocratiques pour trouver un mécanisme, une certaine cohésion capable de conduire le pays vers une nouvelle direction, disons mieux, une bonne direction. Alors, il faut dire que les autorités prévoient de publier un calendrier électoral sous peu. Entre-temps, nous attendons. Vous avez évoqué la Constitution de 1987 qui, justement, crée... il y a certains problèmes qui devraient être résolus. Mais là, il est clair qu'il n'y aura pas de référendum constitutionnel. Est-ce que le fait d'organiser les élections sous l'égide de la Constitution 1987 amendée va créer davantage de problèmes? Ce que je ne souhaite pas, mais c'est dans l'ordre des choses possibles, étant donné que cette Constitution a été considérée par un ancien président de la République, René Préval, comme la source des problèmes récents du pays, les problèmes politiques récents du pays. Parce qu'il y a certaines contradictions. Ce n'est pas la Constitution qui est responsable des problèmes, mais la Constitution ne facilite pas la gouvernance politique susceptible de régler les problèmes. Les problèmes sociaux, les problèmes de cohésion, les contradictions entre les pouvoirs, le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, les collectivités territoriales. Il fallait dégager une nouvelle vision pour le pays. Voilà pourquoi je prône maintenant la nécessité d'une nouvelle direction. Et pour trouver cette nouvelle direction, il faut penser à organiser des assises populaires, des assises démocratiques, des assises de consultation pour adopter un mécanisme raisonnable, capable de permettre de trouver une issue rationnelle à cette grave crise qui persiste. Cette issue rationnelle, justement, comment la trouver? Dans des échanges, parce que nous avons une crise de légitimité. Les autorités qui sont là n'ont pas de mandat démocratique, n'ont pas de mandat populaire, il n'y a pas de parlement. Alors maintenant, il faut se référer au peuple, aux forces vives du pays. Bon, quand je dis peuple, c'est encore un autre problème. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer le pays sans l'adhésion, sans la participation du peuple. Et la seule façon que le peuple puisse participer, c'est à travers des élections. Mais des élections crédibles, des élections honnêtes. Et c'est là toute la difficulté de la situation actuelle. C'est bien de lancer des élections, mais il faut éviter que les élections ne soient pas, une nouvelle fois,
la source de nouvelles crises. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les élections, c'est la priorité, on va dire, de cette population qui souffre, qui a besoin de rétablissement sécuritaire? Il faut créer les conditions des élections. On ne peut pas parler d'élections sans sécurité. On ne peut pas parler d'élections sans une certaine assurance. Et nous sommes dans une situation où des milliers de familles vivent dans des camps de misère. On a l'habitude de parler de camps de fortune, mais je préfère utiliser le terme camp de misère parce que c'est vraiment des situations misérables que les gens vivent. Nous sommes dans une période pluvieuse, une période de mauvais temps. Et on peut comprendre la complexité de la situation que vivent ces gens, des mères, des pères de famille, des enfants. Et il faut vraiment comprendre que nous faisons face à une situation désastreuse. Il faut maintenant réfléchir pour donner à ce pays une nouvelle direction. Il faut sortir de cette ambiance de transition interminable et créer la dynamique capable de porter l'espoir et l'espérance à la population haïtienne. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci encore. Voilà donc les propos de l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Les anciens sénateurs Joseph Lambert et Yuri Latortue se sont présentés ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre d'un dossier de corruption au Sénat de la République en 2017. Cette audience faisant suite à l'ordonnance de renvoi du juge Martel Jean-Claude a été reportée à la 8e. Selon cette ordonnance, Yuri Latortue est renvoyé devant le tribunal criminel pour détournement de biens publics, tandis que Joseph Lambert devra comparaître devant le tribunal correctionnel pour refus de coopérer avec la justice. Un compte-rendu de Riti Fortuné et de Guitry Choisy. Cette audience à la Cour d'appel fait suite à l'ordonnance du juge Martel Jean-Claude demandant l'arrestation et le renvoi par devant le tribunal criminel de l'ex-sénateur Yuri Latortue pour détournement de biens publics et prise illégale d'intérêt et de l'ancien président du Sénat, Joseph Lambert, au correctionnel pour entrave à la justice. Attendu que pour faire influer l'ordonnance le seul Yuri Latortue propose des points de droit suivants. Excès de pouvoir, saisine irrégulière du juge de succession. La décision du juge Jean-Claude précise que d'octobre 2017 à janvier 2020, le Trésor public a émis 9 chèques à l'ordre de Carmen Immacula Cantave, mère biologique de l'ancien président du Sénat, Yuri Latortue. L'émission de ces chèques s'inscrit dans le cadre de différents paiements effectués en exécution de contrats de services professionnels conclus entre le Grand Corps et la bénéficiaire à titre de coordonnateur du bureau départemental du sénateur. Il s'agissait pour la Cour, à travers cette initiative, de comprendre les détails liés à cette affaire. Au terme de quelques heures, l'audience a été mise en continuation à 8e et l'ancien président du Sénat, Joseph Lambert, d'insister sur son innocence à sa sortie de la Cour. Une audience qui s'est tenue dans un contexte d'aggravation de la crise sécuritaire et en pleine chasse aux sorcières menée par les États-Unis et le Canada. 2 pays qui sanctionnent d'anciens parlementaires ayant utilisé leur statut pour protéger et permettre les activités illégales des gangs criminels, notamment par le blanchiment d'argent et d'autres actes de corruption. Parlons à présent météo à Métro News. La tempête tropicale Mélissa, actuellement de la mer des Caraïbes, pourrait se transformer en ouragan jeudi, menaçant notamment Haïti, a averti mercredi le Centre national des ouragans des États-Unis. Selon le centre, Mélissa devrait provoquer de fortes pluies sur certaines parties de la République dominicaine, d'Haïti et de la Jamaïque tout au long du week-end,
avec un risque élevé d'inondations soudaines et de glissements de terrain. À Saint-Domingue, la capitale dominicaine, les pluies torrentielles perturbent déjà la circulation, tandis que les matchs de la Ligue professionnelle de baseball ont été annulés. Mercredi, la tempête se trouvait à 495 km au sud-sud-ouest d'Haïti et se déplaçait à 11 km/h vers l'ouest-nord-ouest. Les vents soutenus atteignant 80 km/h avec des rafales plus fortes et s'étendaient jusqu'à 160 km du centre. Des conditions d'ouragan sont possibles dans la péninsule sud-ouest d'Haïti où une vieille d'ouragan est en vigueur. Une veille de tempête tropicale a également été émise pour la Jamaïque, précise le Centre national des ouragans. Toujours concernant ce dossier, la tempête tropicale Mélissa s'approche des côtes haïtiennes. Cependant, les déplacés internes lancent un cri d'alarme face à leurs conditions de vie précaires dans les camps. Selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti, Mélissa représente une menace sérieuse pour le pays. Plusieurs départements, dont l'Ouest, sont placés en alerte rouge en raison des risques d'inondation. La tempête menace non seulement l'environnement, mais aussi la vie des milliers de familles vivant dans des camps de fortune où les conditions de survie sont déjà extrêmement difficiles. Reportage signé Gerbijan et Guitry choisi. Quand il pleut sur Port-au-Prince, il s'ensuit un calvaire dans les camps de fortune. Sous de petites averses, cette mère de plusieurs enfants réfugiés dans le camp du ministère des Travaux publics craint déjà le pire. Oui, condition pas bon pour nous parce que nous-mêmes là, dans Kaïsa là, côté nous là, la pluie a tombé de l'eau entrée dans la pluie, on a dormi. Nous pas bien vivre. Puis là, senti pisser, les toilettes là plein là, ils envahissent nous là. Nous vivons dans mal cité, nous pas vivre bien même. Depuis le début de la semaine, des nuages planent dans le ciel d'Haïti, notamment sur Port-au-Prince, signe de la progression de la tempête Mélissa en pleine transformation dans le bassin de la Caraïbe. Pour le moment, les scénarios peinent à se préciser, mais selon les prévisions, elle devrait approcher du sud et de l'ouest dans la semaine. De quoi inquiéter les déplacés dans les camps, où les abris sont très mal en point. En bas, tante la mouille. En bas, tante la mouille, mais bon, depuis moi, j'ai tante la mouille, la pluie a mettre tomber, moi, pas mouillé. Mais sans bas, tante la mouille. Moi, pour contre moi, madame, moi, pas là, madame, moi, pas de cas supporter ses couches. Bah, yo, la cour du ministère des Travaux publics située à Delma 30 est l'un des plus grands centres de déplacés internes dans la capitale. Des milliers de familles s'y trouvent. Leurs abris faits de draps, de tôles fatiguées, de petites tentes ne pourront pas les protéger des averses, voire du pire des scénarios. Si nous gagnons, nous sommes comme ça, les tempêtes là. Mais là nous gagnons, nous faisons activité, nous manger. Mais là nous pas gagnons l'argent, nous sommes tonnes là pour passer pour chercher la vie. Parce que pas gagnons la vie vraiment vrai. Parce que tout ça nous gagne, et le pays apprend tout. Puis nous pas à l'école, puis nous pas manger, bon enfin. En dépit des alertes lancées par les autorités de gestion de risques et de désastres, aucune intervention n'a été effectuée en guise d'accompagnement, déplore Bellora Michelet, responsable du comité de gestion du site. Pourtant, le comité n'a pas les moyens logistiques pour répondre à une situation d'urgence en cas de crise majeure, explique-t-il. Par rapport à nos besoins, nous connaissons question d'assainissement, puisqu'il y a un moment cyclonique, et puis il y a Fatra, canal bouché, et puis il y a Labo, canal bouché, Haïti, l'eau va y avoir plus. Haïti, bon, ça m'a passé pour instance qui est dans le domaine WASH, le domaine sanitaire, ça doit faire exigence, venir travailler sur ce là pour essayer d'aider les gens, accompagner les gens. Et il y a des gens qui ont commencé à préparer l'espace pour l'eau aller, mais si accompagner le matériel, il y a besoin d'aider pour commencer à essayer d'améliorer. Ici, quand il pleut, impossible de dormir la nuit. Le tableau est similaire dans presque tous les camps où le gros des déplacés dort régulièrement à la Belle Étoile. À en croire les témoignages, chacun tente de faire ce qu'il peut pour s'offrir un semblant de normalité, malgré les risques sanitaires significatifs, dans ce contexte de résurgence du choléra. Pour refermer la page nationale de Métro News, la cérémonie d'investiture du nouveau conseil décanal de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti, IERA, s'est tenue ce mercredi. La faculté dispose désormais de dirigeants légitimes avec un doyen et un vice-doyen élus. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Dieu seul prédéluge, s'est réjoui que toutes les facultés de la capitale aient désormais leurs représentants élus. Il a plaidé pour que des élections soient également organisées dans les entités des villes de province
afin d'assurer un meilleur fonctionnement des universités. Des dispositions seront prises en ce sens, a-t-il assuré. Écoutons les propos de Dioseul Prédélus. L'IRA dispose aujourd'hui de responsables légitimes, doyens, vice-doyens. Le vice-président de la commission électorale a souligné tout à l'heure que l'IRA était resté pendant près de 5 ans sans autorité légitime, bien que le doyen qui était là, c'était un élu. Je tiens à remercier particulièrement le doyen pour son courage, sa détermination d'avoir pu tenir le décanat à lui tout seul pendant toute cette période difficile. Je ne rentre pas dans les détails. Cette étape constitue un jalon essentiel. Elle montre combien notre université sait maintenir ses standards démocratiques et garantir que toutes ces entités fonctionnent dans le cadre de règles claires et respectées. Aujourd'hui, nous pouvons le dire haut et fort que toutes les entités de l'Université d'État d'Haïti de Port-au-Prince, j'ai bien dit, de Port-au-Prince, disposent désormais de représentants élus capables de conduire les structures avec transparence et responsabilité. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Considérée comme la source des problèmes politiques récents du pays, la version amendée de la Constitution de 1987 n'est pas la meilleure option pour organiser les prochaines élections. Selon l'ancien Premier ministre Evans Paul, il préconise la tenue d'assises populaires en vue de trouver une issue à la crise actuelle. Les anciens sénateurs Joseph Lambert et Yuri Latortue se sont présentés ce mercredi à la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre d'un dossier de corruption au Sénat de la République en 2017. Selon une ordonnance du juge Martel Jean-Claude, Yuri Latortue est renvoyé devant le tribunal criminel pour détournement de biens publics, tandis que Joseph Lambert devra comparaître devant le tribunal correctionnel pour refus de coopérer avec la justice. Et puis la tempête tropicale Mélissa s'approche des côtes haïtiennes. Cependant, les déplacés internes lancent un cri d'alarme face à leurs conditions de vie précaires dans les camps. Selon le Centre national des ouragans basé en Floride, la tempête pourrait se transformer en ouragan ce jeudi. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.